Bonjour Brice Teinturier, Bonjour, très intéressant de vous recevoir ce matin, parce que nous sommes à 48 heures d'un vote. La campagne n'a peut-être pas intéressé les Français, mais il y a quand même un sacré suspense. Vous êtes directeur général délégué d'Ipsos France. Merci beaucoup. Vous publiez un nouveau sondage ce matin, on va en parler. Les questions qui se posent, on va les mettre tout de suite sur la table, et on a 20 minutes pour que vous nous donniez les réponses. Majorité absolue ou majorité relative pour Emmanuel Macron, ou pas de majorité du tout, et Jean-Luc Mélenchon qui emporte la mise. Est-ce que c'est ouvert à ce point ce matin? Et puis cette semaine d'entre-deux tours est-elle susceptible d'avoir mobilisé davantage les électeurs? C'est évidemment très important. Mais d'abord, cette visite à Kiev, puisqu'elle a écrasé un peu l'actualité hier, on a vu toutes les images et les commentaires sur LCI. C'est un fait de campagne. Est-ce qu'elle peut avoir un impact, cette visite importante sur le plan géopolitique, un impact sur le vote dimanche? Je ne pense pas qu'elle puisse avoir un impact direct sur le vote, parce que pour les Français, l'urgence, elle est très concrète et très articulée sur des enjeux comme le pouvoir d'achat, les retraites, des choses de ce type et du quotidien. Malgré tout, elle redonne évidemment au chef de l'État une stature présidentielle plus forte. Elle rappelle que nous sommes dans une crise européenne grave, avec une guerre aux portes de l'Europe. Donc c'est un peu ce jeu ambigu. Négativement, on est loin des préoccupations très quotidiennes des Français. Positivement, on réaffirme le statut du chef de l'État et sa différence par rapport aux autres. Donc vous diriez effet neutre, éventuellement un peu positif, parce que ça peut réactiver le fameux effet drapeau qui lui avait pas mal bénéficié au début de la guerre? Oui, mais pas effet drapeau, parce que les Français n'ont pas le sentiment qu'ils sont en guerre et la tension vis-à-vis de l'Ukraine a baissé dans l'opinion publique. Oui. L'Ukraine constitue une préoccupation toujours présente, mais moins qu'au moment de la présidentielle. En revanche, effet de dramatisation et effet de réactivation de la figure du président qui sait gérer les crises, rappelle donc que nous vivons dans un monde en crise, dans un monde difficile. Ça, c'est, je suppose, l'effet escompté, l'effet attendu pour Emmanuel Macron. Encore une fois, je crois qu'il sera tempéré par l'urgence de la situation intérieure auprès de nos concitoyens. Et même tempéré, et peut-être même annulé, si on se dit, comme les oppositions semblent le dire, que finalement c'est un président qui s'occupe plus de l'international que du national, plus donc que l'enjeu à eux, dans leur quotidien, celui des Français, est secondaire pour le président français. C'est toujours le risque, bien entendu, c'est que les Français se disent ils devraient être plus concentrés sur, et c'est ce que je disais, nos enjeux, nos préoccupations qui sont le pouvoir d'achat. Mais malgré tout, il y a un lien. Il y a un lien entre ce qui se passe aux portes de l'Europe, entre les difficultés énergétiques, entre la crise alimentaire, donc entre le quotidien des Français, et aussi ce qui se joue à Kiev et dans ce conflit avec la Russie. Donc Emmanuel Macron essaye de tricoter, si je puis dire, quelque chose qui ne l'éloigne pas totalement des préoccupations des Français. Il y a bien ce lien qui potentiellement existe, mais vous avez raison de le souligner, c'est toujours difficile quand on est a fortiori dans un sentiment d'urgence de la part des Français sur des sujets extrêmement concrets, eh bien d'être dans les relations internationales ou la diplomatie européenne. Alors on verra dimanche évidemment dans la mobilisation pour cette 4e et dernière élection de ce cycle présidentiel. Est-ce que d'abord, qu'est-ce qui se passe en général au second tour des législatives? Ça mobilise davantage ou pas? Eh bien non, d'habitude, au second tour, vous avez plutôt une hausse de l'abstention parce que des pans entiers de l'électorat n'ont plus les candidats au second tour pour lesquels ils ont voté au premier tour, et puis parce que très souvent, l'enjeu apparaît faible. Donc la tradition, c'est plutôt une hausse de l'abstention. On a quelques cas qui nous disent l'inverse, et c'est intéressant parce qu'en 81, en 97, là où il y avait de l'enjeu, on avait eu au contraire une hausse de la mobilisation. Et aujourd'hui, on n'est pas forcément dans une hausse de l'abstention. Ce que nous mesurons, c'est une abstention qui pourrait se situer aux alentours de 53%, c'est-à-dire très proche, importante, mais très proche du premier tour. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. On sent quand même qu'il y a de l'enjeu. Et même si de nombreux électeurs n'auront plus leur candidat de premier tour, eh bien malgré tout, la dramatisation, ce second tour, la question de savoir s'il y aura une majorité ou pas pour Ensemble, recrée un peu plus d'enjeux que ce qu'on avait a priori même au premier tour. Et avec un électeur sur deux, même plus, qui ne va pas évidemment aux urnes, c'est très important. C'est ce qui fera la différence. Alors ça reste de toute façon un taux d'abstention effectivement très important. On est dans les zones records de l'abstention pour des législatives atteintes au moment de 2017. On ne sera peut-être pas dans un record au second tour, mais effectivement c'est une abstention qui est de toute façon majoritaire ou dans cette zone-là. Alors c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait tout de suite, dès le soir du premier tour, appelé à... Il avait dit la déferlante, il faut déferler vers les urnes. Donc lui, il a senti que pour lui, c'était très très important. Notamment, il a lancé des appels aux jeunes. Il l'a même fait de façon parfois un peu agacée, peut-être, à la question « Que dites-vous aux jeunes ?»
de 25 ans, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais au magazine Quotidien, il a dit, alors je ne peux pas imiter Jean-Luc Mélenchon, mais bouge-toi mon pote, fais quelque chose à part pleurnicher ou rester à la maison à rien faire, et les filles encore plus. Bon, ce sont des remontrances quand même assez directes de Jean-Luc Mélenchon aux jeunes, il a raison. Ça peut être entendu. Je ne pense pas que ce soit comme ça qu'on convainc les jeunes d'aller voter, mais c'est un électorat important pour Jean-Luc Mélenchon. La mobilisation est importante pour lui. Je crois qu'il a instantanément compris au soir du premier tour que le rapport de force en réalité n'était pas en sa faveur, qu'il peut y avoir un groupe très important à gauche, mais on est encore loin, Pas on en sa verra faveur, dimanche. pourquoi? Parce qu'il n'a pas de Parce qu'on est réserve. encore loin d'une majorité possible pour la NUPES et que les voix obtenues au premier tour sont très légèrement en augmentation par rapport au bloc de gauche de 2017 et c'est ça qu'il faut regarder, il faut comparer par rapport à 2017, mais il n'y a pas l'élan, la dynamique qui permettrait de se dire au soir du premier tour ah oui, là, il est en train de se passer quelque chose qui va donner la majorité absolue à la NUPES. Et Jean-Luc Mélenchon le sait, et c'est pour ça qu'il appelle à la mobilisation, et notamment à la mobilisation des jeunes, parce que les réserves pour lui, eh bien, elles sont relativement minces, sauf dans un surcroît de mobilisation, ou sauf dans des reports de voix qui seraient un peu plus en sa faveur que ce qu'on constate aujourd'hui. Alors, on va lever le suspense. Vous avez un sondage ce matin. L'IFOP, pour LCI et TF1, on a réalisé un mercredi. Et on va le voir. Il donnait une majorité relative, enfin, potentiellement absolue, mais bref, entre 265 et 300 sièges pour la majorité ensemble. Et vous, ce matin, vous publiez un sondage qui est très proche. Puisque vous accordez 265 à 305 députés du bloc ensemble à la majorité. Donc, la moyenne, vous l'avez faite, elle arrive à combien? Là, si on fait un poids moyen, c'est 285, donc un petit peu en dessous de la majorité absolue. Mais ce que nous mesurons, je crois tous, c'est quelque chose qui nous dit qu'Ensemble peut éventuellement avoir la majorité absolue, mais que ce n'est absolument pas assuré, contrairement à 2017, où là, nous n'avions aucun doute sur la majorité absolue de la REM à l'époque. Donc on est sur une majorité relative, potentiellement, ou absolue, elle n'est pas totalement hors de portée du chef de l'État. En tous les cas, elle n'est pas acquise. C'est ça qui se joue dimanche, Brice C'est Teinturier. totalement ça Ça qui n'est se joue. pas de savoir si Jean-Luc Mélenchon ou pas sera Premier ministre. Ça, vous l'écartez d'après... Parce que peut-être qu'il y croit encore, ou d'autres. En tout cas, il le laisse évidemment espérer. Ça, c'est non. Écoutez, on est entre 140 et 180 sièges pour la NUPES. Il y a un bloc aussi de divers gauches, de dissidents et de divers gauches, notamment composés, au-delà des dissidents de l'outre-mer, qui pourraient être entre 12 et 24 sièges. Ça ne permet pas en l'état d'obtenir une majorité qui est à 289 sièges. Donc la marche est encore extrêmement haute pour la NUPES pour obtenir une majorité absolue. En revanche, la marche est tout à fait envisageable pour qu'Ensemble n'ait pas de majorité absolue. Et c'est ça qui se joue principalement avec des Français qui l'ont bien compris. Puisqu'en termes de pronostic, le pronostic en faveur de la gauche, il reste assez stable. Il y a 22% en gros de Français qui nous disent la gauche va l'emporter. Donc le pays pense que la majorité va aller du côté de Ensemble, mais pas forcément une majorité absolue. Et c'est là où les pronostics ont évolué. De plus en plus de Français se disent que ce peut être une majorité relative, ce qui recrée, à mon avis, quand même de l'enjeu dans ce second tour. En fait, cette campagne de second tour, elle a finalement conforté les Français dans l'idée que ce serait pas mal que Emmanuel Macron n'ait pas de majorité absolue, si je vous entends bien. Ça n'a pas tellement évolué entre dimanche dernier et ce que vous dites ce matin. Non, elle les a confortés dans l'idée que ce n'était pas joué pour Emmanuel Macron. Ouais. En revanche, en termes de souhait, pas de pronostic, et de souhait, nous le saurons vraiment dimanche, parce que, encore une fois, cette majorité absolue, elle est possible, même si elle est loin d'être acquise. Et ce que nous voyons aussi depuis quelques jours, c'est une petite hausse en faveur de Ensemble, à la fois justement dans les préférences. On est à 53% aujourd'hui de Français qui nous disent qu'il serait préférable qu'il ait une majorité absolue. On était plutôt Combien, vous dites 53%. D'accord, donc ça augmente un petit peu. Un point, oui. Ça avait baissé, ça augmente un petit peu. Ça peut se jouer à très très peu de choses, cette majorité absolue ou relative. Donc je crois quand même que la campagne de l'entre-deux tours est plus saillante, plus importante que l'espèce d'atonie qu'on avait eue au premier tour. Au premier tour, 49% des Français nous ont dit que la campagne est inexistante. 15% seulement qu'elle était intéressante et 36% qu'elle était décevante. Là, je ne pense pas qu'ils nous disent que c'est une campagne prodigieusement intéressante. Mais l'enjeu, la dramatisation, malgré tout, ont fait comprendre aux Français qu'il y avait cette question de majorité ou pas, absolue ou relative.
peut-être pour aussi Jean-Luc Mélenchon et une partie des Français la possibilité d'une victoire de la gauche, mais les choses ont un peu bougé malgré tout dans le pronostic des Français. Quand vous parlez de la dramatisation, vous faites allusion d'abord à l'entrée en scène comme jamais depuis le début de la campagne quand même d'Emmanuel Macron, qui s'est mouillé sur le tarmac, qui a lancé ses lieutenants. On a entendu beaucoup Édouard Philippe, Richard Ferrand, François Bayrou, les lieutenants dire attention, attention, c'est folie, ce serait folie que de ne pas avoir la majorité. C'est quand même un mot fort, dit Édouard Philippe. La cohabitation est impossible, la majorité relative c'est un danger, ont-ils dit. Ça, c'est ça, cette dramatisation qui a un tout petit peu opéré. Oui, parce que hier soir encore, François Bayrou, sur le plateau d'Élysée 2022, disait que c'était un programme de dingue, en parlant du projet de la NUPES. Donc il y a eu une dramatisation, il y a une démonisation de l'adversaire assez classique, qu'on retrouve dans la rhétorique quand les choses, justement, peuvent se jouer à peu de voix ou peu de sièges. Maintenant, est-ce que ça marche ou pas? C'est ça vraiment la question. Moi, j'ai le sentiment que ça marche de moins en moins, parce que les Français n'ont pas une référence claire antérieure qui leur permettrait de dire « oui, là, c'était vraiment très bien, et donc là, il y a un très grand danger ». Les choses sont beaucoup plus atténuées que cela, mais ça marche un peu. Ça marche malgré tout sur un électorat, notamment âgé, qui peut s'inquiéter du programme de la NUPES, qui peut avoir en tête 81, 83, alors ça ne parle qu'aux 60 ans et plus, mais ce sont ceux-là aussi qui se mobilisent davantage. Donc à la marge, je crois que cet effet peut produire un surcroît peut-être de mobilisation et peut-être un petit peu en faveur d'ensemble. Mais vous dites ça marche plus comme avant. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon le dit à Olivier Perroux dans l'Express cette semaine. Il dit nos adversaires savent bien qu'on n'est pas antisémite, qu'on n'est pas anti-républicain, on est juste rouge, c'est tout, c'est du classique, dit-il. Je crois que c'est surtout sur les enjeux économiques que les choses se jouent pour les Français. Est-ce que véritablement la réactivation de l'idée que ce programme serait dangereux, qu'il va conduire à une hausse de la fiscalité et pas que pour les plus riches, est-ce que ça prend dans une partie de l'opinion ? Ou est-ce que globalement, les Français se tiennent très à distance des anathèmes qui sont proférés de part et d'autre et veulent simplement rééquilibrer ce qui s'est passé à la présidentielle? La volonté de rééquilibrage, elle me paraît sûre. Sinon, on n'aurait pas des choses... Ne pas donner tous les pouvoirs à Emmanuel Macron, ça vous voulez dire? Il y a quand même, quand vous êtes à 53% seulement de Français qui nous disent qu'il serait préférable qu'Emmanuel Macron ait la majorité, ça veut bien dire que vous en avez beaucoup, et beaucoup plus qu'à la présidentielle, qui se disent... Il y a quelque chose qu'on veut faire passer comme message. Et le message, c'est aussi un message de rééquilibrage et de sanctions qu'on mesure dans nos enquêtes. Vous avez 47% de Français qui sont allés voter en voulant manifester leur mécontentement à l'égard d'Emmanuel Macron. C'est 20 points de plus qu'en 2017. Alors, la carte de l'économie, elle a été jouée d'autant plus qu'Emmanuel Macron, c'est quand même, j'allais dire, son truc, c'est son identité. Il a commencé son quinquennat sur et l'Europe, mais sur la loi travail. Effectivement, la Macronie s'est concentrée dans une opération de décrédibilisation du programme de Jean-Luc Mélenchon. C'est François Hollande qui dit la radicalité à gauche, elle ne peut pas gagner si elle ne s'accompagne pas de crédibilité. Est-ce que c'est encore vrai ? Oui, je crois que c'est vrai et que la question pour la NUPES, ça reste une question de crédibilité dans l'opinion. Les Français, majoritairement, pensent que les propositions qui sont faites ne sont pas réalistes. Elles peuvent être souhaitables. Vous avez une petite partie qui nous dit c'est souhaitable et réaliste. Vous avez une autre partie qui vous dit c'est souhaitable mais c'est pas réaliste. Et puis un troisième tiers qui nous dit que ce n'est pas souhaitable. Donc il y a bien toujours un enjeu de crédibilité. Malgré tout, la faiblesse en face de l'ensemble, c'est que ces propositions sont très dans le flou aussi. Il y a peu de choses très précises sur, par exemple, le sujet des retraites ou un certain nombre de mesures en matière d'emploi, de pouvoir d'achat, mais aussi de fiscalité compte tenu des déficits à venir. Donc d'un côté, enjeu de crédibilité, mais de l'autre côté, enjeu de clarification et de précision. Alors quelques mots quand même des autres. D'abord LR, comme disait Corneille, ils se virent partir 112, mais sans prompt renfort, ils arrivèrent à la moitié. Bref, ils se sont rassurés quand même, les LR, dans cette élection législative. On rappelle que vous leur promettez en moyenne une soixantaine, entre 60 et 70 en moyenne, 60, 80. C'est moins pire que prévu ou... Oui, ils étaient 112 à l'Assemblée. Exactement. Il faut raisonner non pas par rapport aux anticipations, parce qu'elles n'ont pas beaucoup de sens. Au score de la présidentielle. Mais il faut raisonner par rapport au score de 2017 des législatives et éventuellement après de la présidentielle. Par rapport aux législatives, c'est une marche descendante supplémentaire. Ils étaient plus de 100 à l'issue du scrutin de 2017. Là, on est dans la fourchette haute à 80. Donc, les LR, UDI, divers droite vont revenir en nombre inférieur. Ça, c'est le premier point.
en voix, ils ont aussi au premier tour nettement décru par rapport à 2017. En revanche, avec 70 potentiellement élus et peut-être une absence de majorité absolue pour Emmanuel Macron, eh bien évidemment que la force des faibles, la force d'une minorité, c'est quand elle devient indispensable. Et puis les LR, là on est dans les anticipations, craignaient quelque chose de pire encore. Donc on verra dimanche le point d'atterrissage exact. Mais n'oublions pas malgré tout que c'est une nouvelle baisse, une nouvelle décrue par rapport à 2017. Alors oui, c'est mieux que la présidentielle, mais on n'est pas dans un scrutin présidentiel. Donc on compare les législatives aux législatives. Marine Le Pen, elle est très en forme dans cette campagne législative, en tout cas dans les derniers jours. Elle prendra vraisemblablement la présidence d'un groupe, mais enfin elle sera très minoritaire à l'Assemblée. Mais elle semble être satisfaite, c'est logique? Oui, malgré tout, elle peut être satisfaite. Pourquoi? Parce que par rapport à 2017, elle progresse en voix. 13%, ne l'oublions pas, au premier tour de 2017 pour le Rassemblement national. Cette fois-ci, 18,7%. Donc il y a une progression en voix et un enracinement lors des législatives qui ne se produisait pas auparavant. Ça, c'est le premier point positif pour elle. Le second point, c'est qu'effectivement, la capacité à avoir un groupe pour la première fois, elle est possible, entre 20 et 50 sièges pour le Rassemblement national. Maintenant, ce qui change quand même beaucoup la donne... Elle est large, votre fourchette, quand même, là. On a du mal parce qu'il y a... Ça peut se jouer à un point. Dans de nombreuses circonscriptions, ça peut être serré. Quand vous avez des affrontements LR, RN, ils tournent à l'avantage des LR, semble-t-il. Donc le poids moyen, il est quand même aux alentours de 35. Donc 35, c'était le nombre de députés en 86. C'est la seule fois à la proportionnelle où le Front National, à l'époque, avait eu autant de députés. C'est à portée de main pour Marine Le Pen. Mais ce qu'elle aura perdu, malgré ses deux bons premiers résultats potentiellement, c'est son rôle de première opposante. Parce que par rapport à la NUPES, elle sera très largement derrière en termes de nombre d'élus. Ce sera une assemblée d'une physionomie très modifiée par rapport à 2017. Brice Teinturier, au terme de ce cycle électoral, la France est à droite ou à gauche? La France reste dans un tropisme, je crois, plutôt à droite, très clairement, quand vous voyez le Rassemblement national, les LR, et puis aussi un bloc ensemble dont le barycentre est quand même plutôt au centre droit qu'au centre gauche. Je pense que le paysage nous montre une France qui reste à droite. Mais la gauche n'avait pas disparu, contrairement à ce que certains pensaient. Je l'ai souvent répété. Et c'est un peu ce qu'on a redécouvert à travers la coalition. C'est là toute l'astuce et la bonne intelligence politique de Jean-Luc Mélenchon. La tactique. Oui, c'est non pas de ressusciter une gauche qui aurait disparu. Elle était là. Encore une fois, elle n'est pas en expansion en termes de voix. Il faut remettre les choses à leur juste mesure. Il y a une petite progression, mais ce n'est pas une dynamique très forte. En revanche, ça montre très bien qu'avec une coalition, eh bien, vous modifiez substantiellement les résultats. Elle est efficace en termes électoraux, cette coalition. Emmanuel Macron, si le fromage, entre guillemets, est celui que vous décrivez ce matin, devra-t-il remanier profondément? Alors c'est une possibilité, parce que si effectivement il n'a pas de majorité absolue, il aura besoin de s'appuyer prioritairement, peut-être pas exclusivement, mais prioritairement sur les LR. On peut se dire qu'à ce moment-là, il peut vouloir envoyer un signe et créer les conditions d'une meilleure coalition. Donc la composition du gouvernement, elle peut bouger à l'issue de dimanche soir. Nul ne peut affirmer que tout cela serait gravé dans le marbre. On reste dans un pays très divisé, avec des blocs très divisés. On aura une assemblée beaucoup plus bruyante, beaucoup plus difficile pour Emmanuel Macron, quel que soit le résultat, que ce qu'il a eu durant son premier quinquennat. Ceux qui trouvent que le Parlement est un Parlement de godillots, je pense, vont vivre un quinquennat avec une assemblée extraordinairement bruyante, où les oppositions seront nombreuses et pourront s'affirmer de manière très forte. Vous me dites qu'il devra tenir compte des urnes en s'appuyant davantage sur la droite, alors même que la gauche sera beaucoup plus présente à l'Assemblée. Oui. Vous voyez ce que ça peut produire comme effet de contraste? Bien sûr, mais c'est parce qu'on voit mal, à part sur quelques sujets où on aura des majorités peut-être de projets, qui n'excluent pas évidemment des majorités avec une partie, par exemple, des dissidents de gauche, voire une partie des électeurs, des députés, pardon, de la NUPES. Mais c'est peut-être ça, mais ce sera, je crois, plus exceptionnel qu'un certain nombre de projets de loi importants. Pensez à la retraite à 65 ans, où là, c'est plutôt avec les LR, ou sur des questions de réduction de déficit, c'est plutôt avec les LR que les choses devraient se faire. Oui, d'ailleurs, la CFDT a surpris hier dans sa réunion
en s'opposant assez frontalement finalement à toute idée d'allongement même de la durée de cotisation, parenthèse. Mais ça donne le ton de ce que seront les débats, Brice Teinturier, parce que dans le fond, Jean-Luc Mélenchon, il a fait espérer une cohabitation. Il a fait rêver toute cette gauche. Et ce filtre d'amour a été puissant quand même auprès de cet électorat qui s'était endormi. Il va, vous nous dites, il n'aura pas ce qu'il voulait. Est-ce que, du coup, ça va être compliqué, ça va être tendu, il va jouer quand même cette déception. Elle peut amener de la radicalité, notamment dans la rue, non? Mais la radicalité, elle est là de toute façon. Elle est là, elle sera là au Parlement. On aura un groupe NUPES vraiment important. Encore une fois, le scrutin n'est pas joué, donc attendons dimanche soir. Potentiellement, on n'a pas une majorité pour la NUPES, mais encore une fois, ce sont les électeurs qui décident. Mais même si la NUPES n'a pas la majorité absolue et si nous ne sommes pas en cohabitation, le nombre de députés sera très important. Les oppositions seront bruyantes et fortes, ce que nous n'avions pas aujourd'hui. Donc le quinquennat sera totalement différent. On va voir cette radicalité et ces oppositions beaucoup plus représentées à l'Assemblée nationale qu'elles ne l'étaient. Elles pourront aussi être bruyantes et représentées dans la rue. Vous l'évoquiez, des manifestations, peut-être des conflits. Nous ne serons pas, en tous les cas, dans un quinquennat, on ne l'a jamais été, mais tranquille, voire aussi tranquille que ce qui s'est produit durant la première année du quinquennat d'Emmanuel Macron, où là, beaucoup de lois sont passées sans qu'il y ait eu d'opposition forte. Elles sont arrivées après, les Gilets jaunes, mais la première année avait été relativement aisée pour Emmanuel Macron. Ça ne sera probablement pas le cas. Exercice de style, en un mot, pour résumer ce qu'on vient de vivre électoralement, vous pourriez dire quoi? Moi, je dirais un pays quand même toujours extraordinairement divisé en 3 grands blocs. C'est un peu ça la nouveauté. Je reviens à l'enseignement de la présidentielle. En 3 grands blocs, un bloc central, mais 2 blocs d'opposition qui ne sont pas les mêmes. On ne peut pas mettre dans le même sac Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ni leurs électorats, pas du tout. Il y a des petits points de passerelle, mais pas du tout. Donc un pays très divisé, un pays inquiet, un pays mécontent et une représentation qui sera beaucoup plus fragmentée que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Bon, ça va donner du boulot en tout cas à tous les analystes politique parce que c'est pas fini. Merci beaucoup Brice Teinturier d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée à tous. Dans un instant, le temps avec Ange Noiret. Bonne journée.